Et Bonjour. merci de nous accorder cette interview. Si vous voulez déjà vous présenter, voilà. Raphaël Chenberger, je suis député du Haut-Rhin, la 4e circonscription du Haut-Rhin, donc elle va du territoire de Belfort, la vallée de Masevaux, la vallée de la Thur, jusqu'au Rhin et Fessenheim. D'accord. 135 000 habitants, 77 communes. Voilà, c'est une circonscription entre ville et campagne, on va dire. C'est un peu cet interstice, cet entre-deux, entre urbain, Mulhouse d'un côté, et puis une campagne dans les vallées, dans la grande plaine du Rhin qui est beaucoup moins dense. Quelles études avez-vous suivies? Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? Alors moi j'ai fait un parcours d'études un peu atypique. J'ai d'abord commencé une école d'ingénieur que j'ai fui après 4 mois. Fui, façon de parler, mais à l'arrivée dans le supérieur, je me suis rendu compte que le projet que j'avais n'était pas forcément celui qui me correspondait le mieux. Et puis j'ai fait une licence en administration économique et sociale à la fac de droit à Strasbourg, avant de faire un master 1 en sciences politiques et sociales et un master 2 en administration des collectivités territoriales. Ensuite, j'ai commencé à travailler en tant qu'attaché parlementaire d'une sénatrice du Haut-Rhin qui était entrée au Sénat juste au moment où j'ai terminé mes études. Et en 2014, j'ai été élu maire de ma commune. Et voilà, après les choses se sont enchaînées. 2015, j'ai été élu conseiller départemental et 2017, député du Haut-Rhin. Maire de Wattwiller, du coup. Maire de Wattwiller, voilà. 1800 habitants, plus belle commune accrochée au pied du Hartmann-Sillerkopf, chargée d'histoire. Chargé aussi des stigmates de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de vous engager en politique? Qu'est-ce qui vous a fait changer? Du coup, vous me disiez que vous étiez dans une école d'ingénieur. Qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour aller en faculté de droit et finalement en sciences politiques à Sciences Po? Alors, j'aime bien être précis parce que comme j'ai fréquenté pas mal de politistes, j'ai pas été à Sciences Po, j'ai fait des sciences politiques, mais j'ai pas à proprement parler été à Sciences Po. Il paraît que c'est une nuance importante. Moi, j'ai toujours été attiré par la vie publique, par la vie associative, par l'engagement public. Je me suis toujours intéressé à la vie de ma commune. En même temps, j'ai toujours été intéressé par les projets concrets, techniques, de construction, etc. Donc j'ai toujours été ballotté entre ces deux choses-là. Et puis voilà, quand j'étais en école d'ingénieur, ce à quoi je me suis toujours préparé, et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce qui vraiment m'attirait et me stimulait, c'était la vie des gens. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter vers des humanités, on va dire ça comme ça, comme disait une époque. Voilà, mais j'ai pas changé d'avis, j'ai toujours été animé par cette envie, et un jour, voilà, l'ordre des priorités s'est juste renversé. Et du coup, vous êtes député pour le parti Les Républicains. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce parti? Alors moi j'ai adhéré à l'UMP à l'époque en 2008, qui était en 2008 alors le parti aux affaires, c'est le parti Nicolas Sarkozy, c'est sa façon de gérer la crise de 2008, et puis c'est finalement mes valeurs qui ont toujours été inscrites dans le respect de l'humain, le respect de l'individu, le respect de la liberté de l'individu, le respect ouais, je crois que la liberté de l'individu, c'est sûrement ce que j'ai le plus cher aujourd'hui, et puis et c'est ce parti qui retranscrit le mieux ces valeurs-là. Donc, j'ai appris que vous aviez 30 ans, et vous êtes quand même assez jeune, parce que près d'un tiers des députés ont entre 60 et 70 ans. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Ah, la moyenne d'âge de l'Assemblée a beaucoup baissé, même la moyenne d'âge du Sénat a pas mal baissé. C'est des cycles politiques. En 2017, il y a eu un gros renouvellement des parlementaires. On a pensé que c'était parce qu'il y a eu une vague en marche avec de nouveaux députés, avec des gens qui venaient d'ailleurs de la politique. Quand on rentre dans le détail, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'anciens députés chez En Marche, et il y a beaucoup de nouveaux députés aussi dans les autres partis. Mon groupe, les Républicains,
On est 104 députés, je crois. Sur les 104 députés, aujourd'hui, il y a 50 nouveaux députés élus pour la première fois en 2017. Donc il y a eu un gros renouvellement. Sur les 104 députés, on est une quinzaine de députés de moins de 40 ans. Ah, au début du mandat, on disait moins de 35. Bon, le temps passe pour tout le monde, hein, ça fait déjà 3 ans, donc maintenant on dit moins de 40. Mais il y a eu un fort renouvellement. C'est vrai que c'est une Assemblée nationale qui est assez jeune par rapport à ce qu'elle a pu être d'habitude. On y voit aussi les travers. Hein, du coup, je crois qu'on ne peut pas vouloir que l'Assemblée nationale soit trop jeune non plus. Il faut qu'elle soit une représentation homogène avec la société, c'est-à-dire qui représente la diversité de la sécurité, de la société, qui est des jeunes, qui est des moins jeunes, qui est des gens issus de chaque territoire. Ça, normalement, le scrutin l'organise. Mais voilà, ça me semble important qu'il y ait un peu de tout. Je ne suis pas sûr que la moyenne d'âge soit aussi élevée encore. D'accord. Parce que du coup, je me demandais si votre âge avait été plutôt, selon vous, un avantage, un inconvénient, un obstacle, je ne sais pas. Pas une question d'âge. D'accord. Si vous avez l'envie, les idées, les convictions, pas de question d'âge. Oui, c'est la motivation qui prime plutôt. J'ai été maire à 24 ans, dans un territoire qui n'avait pas vu de jeunes élus depuis bien longtemps. Ça ne m'a pas empêché d'exercer mes responsabilités dans ma commune, bien au contraire. Ça ne m'a pas empêché non plus de dire ce que j'avais à dire dans mon intercommunalité, où je me suis retrouvé avec les autres maires du territoire, de débattre de mes idées, de proposer mes idées, et puis d'en voir pas mal qui ont été mises en œuvre. En quoi consistent vos fonctions de député, par exemple? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, qu'est-ce que je fais? Je représente un territoire, ses habitants, je construis la loi et je contrôle le gouvernement. Ça, c'est mes missions institutionnelles. Après, très concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que je suis 2 à 3 jours par semaine à Paris, où on a un débat législatif. Alors comme je suis à la commission des lois, on est vraiment dans du législatif assez dur, c'est-à-dire on est assez technique finalement dans nos travaux. Le contrôle du gouvernement, ça c'est un gros travail d'équipe avec mes collaborateurs sur la multiplication des interpellations qu'on peut avoir au gouvernement, des courriers, des questions écrites, des questions orales, des réunions avec le ministère, entre le ministère, etc. Et puis je représente la circonscription, ça veut dire que j'y passe aussi beaucoup de temps pour écouter, sentir les gens. Je trouve que c'est très important. Je crois que pour faire de la politique, il faut beaucoup de sensibilité. Oui, c'est bien. J'avais vu que vous vous rendez sûrement sur... oui, excusez-moi. Vous vous rendez souvent sur place, par exemple, je vous ai vu à Fessenheim, où justement vous luttez activement contre sa fermeture. Ouais, alors je crois qu'un dossier comme Fessenheim, il ne faut pas le prendre de façon aussi caricaturale. Je suis le député du territoire d'implantation de cette centrale nucléaire et ça conduit 2 choses. Un, ça m'a conduit à m'intéresser, je crois qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. Hein, quand on est député, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Je crois qu'à un moment donné, si on veut être performant, il faut pouvoir aussi se spécialiser un peu. Et ça m'a conduit à me spécialiser un peu sur les questions énergétiques. Mais quand je suis à Paris, je suis le député de Fessenheim. Et je suis le député d'un territoire qui subit une décision imposée par le gouvernement, qui a un impact énorme, la suppression de 2000 emplois, la fermeture d'un outil de production impressionnant qui génère de la sous-traitance, qui génère des flux de circulation, des flux d'échange, etc. Et c'est ça que je représente. Et on ne peut pas le représenter correctement si on ne va pas au contact des gens. Si on ne va pas au contact des gens qui subissent cette décision. Si on ne porte pas la voix des gens qui subissent cette décision. Mon rôle en tant que député de Fessenheim, c'est d'abord de porter la voix des gens qui subissent cette décision. Et je l'assume, quitte par moments à avoir des positions très dures sur ce sujet-là, mais notre rôle, on le dit souvent, il y a une fonction tribunicienne à l'Assemblée nationale. Notre fonction, c'est de dire les choses. On est parlementaire, c'est dans l'étymologie du mot, c'est de dire les choses, dire ce que ressentent les gens. Puis une fois qu'on les a dites, on vote. Mais avant de voter, il faut d'abord les dire. Faire la loi, c'est pas juste de la technique, c'est quelque chose de sensible. Voilà, moi j'ai tendance à dire ça.
Et c'est important de retranscrire ce que sentent les gens quand on prend des décisions pour eux. Je me demandais pour vous, quelles sont les qualités, les compétences requises pour faire un métier dans la politique? Donc vous nous disiez la sensibilité, mais... L'écoute, les convictions, un peu de courage de temps en temps, parce qu'il y a certaines positions qui sont pas évidentes. Voilà, aujourd'hui, on est dans une société du tout communication. Il y a certaines prises de position qui peuvent conduire à recevoir 200, 300, 500 emails, pas toujours pour nous féliciter. Voilà, il faut être un peu costaud, du travail, un peu d'abnégation aussi, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de temps pour la vie personnelle, beaucoup d'espace de liberté personnelle. C'est très enrichissant, mais c'est très prenant. Et voilà, il faut savoir gérer cette intensité. Après, pour le reste, je ne crois pas qu'il y ait d'autres qualités nécessaires. Voilà. C'est cette capacité à faire la synthèse, à écouter, à retranscrire et à faire la synthèse avec ses propres idées aussi. Et du coup, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? C'est difficile à dire. C'est un tout, c'est ce mélange entre la rencontre, le débat, de gens qui sont engagés sur des sujets parfois très techniques, parfois spécialisés, et puis l'échange avec la population en général. On a une interface, en quelque sorte, ce qui nous conduit à rencontrer énormément de monde, à discuter avec énormément de monde. C'est ça qui est stimulant. Et puis, on a une responsabilité énorme. On décide pour les autres. On est leurs représentants. Même si notre voix n'est pas entendue, on porte la parole d'autres. Enfin, ma voix n'est pas entendue, voilà, je le dis parce que je suis aujourd'hui député de l'opposition, je suis minoritaire dans l'Assemblée, donc on n'arrive pas toujours à faire passer nos idées, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais ça n'empêche qu'on a une responsabilité énorme dans la façon qu'on a de dire un certain nombre de choses. Et voilà, c'est particulièrement stimulant. Oui, ça a l'air vraiment passionnant, comme vous en parliez, vous êtes vraiment... Je crois qu'on ne peut pas être parlementaire, on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas être élu local si on n'est pas passionné par les gens, par leur vie, par leur façon de faire. Voilà, c'est pas possible. Je me demandais à quelle mesure, loi ou réforme avez-vous voté récemment C'est une question difficile, ça. On vote une 60aine de lois par an, voilà, à peu près tout confondu. Donc voilà, actuellement, on est en plein débat sur l'état d'urgence sanitaire. C'est un texte en plus dans lequel j'ai été très engagé depuis le début, parce que quand on a créé cet état d'urgence sanitaire en mars, quand on était dans une situation très difficile, notamment dans le Haut-Rhin, et on ne savait pas comment réagir. Donc on a été là où normalement on est 577 députés à voter. On a mis des mesures très strictes face à cette menace, face à cette épidémie qui avait pénétré l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, il y avait eu un mini-cluster à l'Assemblée nationale et on était 25 députés à voter la loi, 2 députés par groupe, hein, grosso modo, et à voter une loi qui a confié plus de pouvoir qu'on n'en a jamais confié à un gouvernement. J'étais parmi ces 25 députés et c'est vrai que ça marque dans la façon de travailler, ça la marque dans la lourdeur de la décision qui a été prise, dans le sentiment de responsabilité qui vous éprend à ce moment-là. Donc oui, si on me demande là une loi dans ce quinquennat, ça sera forcément celle-là, parce que c'est la plus marquante, parce qu'on est encore dedans, et parce que c'est symbolique de la responsabilité qui est la nôtre. J'avais vu qu'il voulait la prolonger. Voilà, donc là on est en discussion sur la prolongation. On est à nouveau confiné. On a accepté là, parce qu'on respecte les barrières sanitaires, de retirer nos masques, mais on est encore dans cette urgence sanitaire. En fait, on avait imaginé un dispositif dès le mois de mars qui prévoyait l'éventuelle remobilisation de cette urgence sanitaire, c'est-à-dire le fondement juridique qui permet le confinement. Et donc l'état d'urgence sanitaire s'est éteint après 4 mois, donc on a dû faire ça le 23 mars, avril, mai, juin, juillet. Le 23 juillet ça s'est arrêté, et donc le 16 octobre, le gouvernement a remobilisé cet état d'urgence sanitaire pour un mois, il y avait le droit, mais pour aller plus loin qu'un mois, il fallait l'autorisation du Parlement. C'est un texte qu'on est là en train de discuter, qu'on a discuté cette semaine,
qui est discuté au Sénat aujourd'hui et qui revient à l'Assemblée nationale samedi. Donc samedi, c'est demain. Oui, c'est bon. Voilà, donc je retourne à l'Assemblée nationale ce soir ou demain matin pour voter en lecture définitive, voilà, si vous avez vu la navette parlementaire, ce texte de loi. Comme quoi, même quand on a une navette parlementaire complète, on est capable de le faire très vite quand c'est vraiment important. Du coup, vous semblez plutôt pour cette loi et son application? Et ça, c'est plus compliqué. C'est pas parce que je vous explique comment fonctionne son adoption que je suis forcément pour. Moi, j'ai voté la loi de mars. J'ai été parmi les 25 députés qui étaient présents dans l'hémicycle et j'ai voté la loi. J'ai voté la loi alors que j'avais le sentiment d'une responsabilité énorme, qu'on ne savait pas où on allait et qu'il fallait faire preuve d'efficacité, de responsabilité, de confiance aussi et d'unité. Aujourd'hui, on est 7 mois plus tard. On est face à une deuxième vague, dont le gouvernement nous a parlé depuis longtemps, face à laquelle le gouvernement ne s'est pas préparé, et qui conduit à réitérer des mesures liberticides que les Français ont de plus en plus de mal à accepter. Et moi je considère que dans cette période-là, il faut absolument, plus que jamais, que les institutions démocratiques fonctionnent. Il faut que l'Assemblée nationale se réunisse, il faut que l'Assemblée nationale débatte de ces sujets-là. Et la loi de prolongation, donc je ne suis pas contre l'état d'urgence à proprement parler, c'est-à-dire le fait de donner au gouvernement la capacité, les moyens, les pouvoirs pour gérer cette crise. Mais je suis contre la temporalité qu'il demande. Aujourd'hui, il demande 6 mois de prolongation, c'est-à-dire jusqu'au 1er avril, sans que le Parlement n'ait à se prononcer. Moi, je considère que quand on donne au gouvernement autant de pouvoir pour restreindre les libertés de tous les Français, pas juste de quelques-uns, de tous les Français, il faut que le Parlement se réunisse régulièrement pour en débattre, et on peut être dans un système, on l'a démontré, on est capable de le faire. Si on n'était pas capable, ce serait différent, mais là, on est capable de le faire, de se réunir tous les mois et demi pour en débattre de ces mesures de prolongation. Même s'il y a des vacances, même s'il y a Noël, quand il y a une crise, notre responsabilité de parlementaire, c'est d'être au travail. Donc, j'ai aucun souci à me dire qu'il faut qu'on se réunisse régulièrement pour en débattre. Et c'est là-dessus que j'ai un point de désaccord avec le gouvernement, c'est sur la temporalité de ces pleins pouvoirs qu'on leur donne, qui, moi, ne me convient pas. Donc j'avais vu un petit peu sur votre compte Twitter. Ah, oui, on est présent sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai vu avec Fessenheim par exemple, et j'avais remarqué que vous étiez assez écologiste en fait. Vous étiez pour l'environnement. Moi, j'ai été maire de Battumière, une commune de 1800 habitants, qui est la commune dans laquelle j'ai grandi, qui est la commune dans laquelle ma famille a ses racines, qui est la commune dans laquelle ma famille a toujours pris soin de quelques bouts de terrain, d'un bout de forêt, de quelques champs, de vergers, etc. Cette sensibilité à la nature, je l'ai toujours eue, j'ai été élevé dedans. Mais j'ai une sensibilité à la nature qui est une pensée qui a toujours irrigué la vie politique en Alsace, qui pense la place de l'homme dans son environnement, qui ne pense pas l'environnement sans l'homme, mais qui pense un homme respectueux de son environnement. Voilà, donc moi je suis très attaché à ça. J'appartiens à une famille politique qui a toujours beaucoup fait pour l'environnement, même si on peut aujourd'hui penser que l'industrialisation, c'est notre héritage aussi, même s'il y a eu des moments où l'équilibre n'était pas parfaitement respecté. Ces dernières années, quand notre famille politique a été aux affaires, on a pris conscience de l'importance qu'avait la terre, parce qu'on est issu de la terre, et ça, moi je suis attaché à ça. Voilà, moi j'ai deux dadas, hein, on va dire, ou deux priorités dans mon engagement, c'est l'organisation des pouvoirs locaux, les collectivités territoriales, les mairies, les départements, les régions, c'est mon sujet de compétence technique. Et puis la question énergétique qui est intimement liée à l'environnement, l'agriculture, etc. Donc voilà. Mais je travaille à ce qu'on arrive à construire une pensée qui ne pense pas l'environnement sans l'homme, comme on l'entend un peu trop souvent de la part de ce qui est devenu un lobby de l'écologie, mais qu'on pense un homme respectueux de son environnement.
Et du coup, depuis l'élection de l'Europe Écologie des Verts l'année dernière à l'Union Européenne, vous pensez qu'il y a eu du changement? Je sais pas, après, c'était l'année dernière, donc peut-être que la durée était... Oui, enfin, bon, il y a peut-être il y a une prise de conscience d'une partie de la classe politique, d'une partie... Alors je pense pas que la classe politique à proprement parler n'avait pas conscience de ces sujets-là, mais de la technostructure peut-être un peu plus qu'avant. Europe Écologie Les Verts est arrivé devant aux élections européennes en France. Pour autant, Europe Écologie Les Verts n'a pas gagné l'élection à l'échelle du Parlement européen et donc n'a pas conduit non plus à un chamboulement, mais à un renversement peut-être des priorités. Maintenant, il faut voir les effets dans le temps. Si c'est pour avoir des coups de communication politique, comme l'a fait l'ancien groupe EDS à l'Assemblée nationale avec un texte sur le bien-être animal, qui était un outil de communication, qui était tout sauf un texte avec une vision politique, un texte avec un point d'équilibre cohérent, c'était juste un coup de com' qui était fait pour plaire à BFM Télé. Si c'est ça l'écologie, c'est pas pour moi. Je crois qu'il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit engagé. On peut faire des grandes lois d'écologie, on peut faire des grandes lois qui soient efficaces sur l'écologie, mais il ne faut pas que ce soit des lois de communication. Et j'en suis le député qui en connaît un exemple particulier avec Fessenheim. La décision de fermer Fessenheim, c'est l'exemple de la communication politique. C'est la volonté de dire on va construire un accord électoral entre le PS et Europe Écologie Les Verts, dans lequel on sacrifie la centrale de Fessenheim parce que c'est facile de faire peur aux gens en leur disant que le nucléaire est dangereux. C'est plus difficile de leur expliquer que grâce au nucléaire, la France est l'un des pays au monde qui émet le moins de CO2 par habitant parce que nous avons une énergie décarbonée. Savez-vous qui va représenter les Républicains aux élections de 2022? Non, pas encore. Et c'est essentiel parce que les partis politiques servent à ça, à présenter des candidats aux élections, à toutes les élections. C'est un rôle qui leur est reconnu constitutionnellement d'ailleurs. La Constitution dit les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Donc c'est notre rôle. Comme c'est notre rôle, on va le remplir, mettre en place un processus de désignation du candidat. Voilà, c'est juste la vie normale d'un parti politique. C'est vrai que c'est la vie normale d'un parti politique après 2 échecs aux élections présidentielles, certes, et c'est la vie normale d'un parti politique. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est la crise. La priorité, c'est politique, ensuite, c'est les élections départementales et régionales. Et une fois que ça se sera passé, on s'intéressera aux présidentielles et aux législatives. Oui, c'est normal. Et si vous le pouviez, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous seriez intéressé par ce poste? Quel poste? Président de la République? Oui. Voilà. Non, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas une ambition que je caresse le matin en me rasant, comme pour paraphraser d'autres illustres présidents de la République. Aujourd'hui, je suis parlementaire. Je prétends à bien faire mon travail. J'espère être dans la majorité un jour parce que je pense qu'aujourd'hui, on a des idées qui sont pertinentes pour la France. Mais non, pas président de la République. D'accord. Du coup, nous sommes presque à la fin. Pour terminer, voudriez-vous nous dire quelque chose, nous partager quelque chose? Je ne sais pas. Alors, si c'est à des étudiants en sciences politiques, vous êtes avant tout des étudiants de la chose publique, de l'engagement public. N'hésitez pas, allez-y, n'hésitez pas à penser, n'hésitez pas à avoir vos propres idées. Connaître celles des autres, c'est essentiel, mais développer les vôtres. Questionnez-les en permanence. Remettez-vous en cause, mais allez-y, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a plein de façons de servir. Il y a plein de façons de servir la France, les territoires, la vie publique, que ce soit dans une administration locale, une administration centrale, que ce soit la justice, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les hôpitaux. Il y a plein de façons de servir, de se mettre au service. Et les sciences politiques, c'est d'abord ça. C'est étudier la meilleure façon de se mettre au service. Donc allez-y, c'est passionnant.